Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus humide de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Alors, comment ça va depuis ces 2 mois? De mon côté, il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie, mais surtout, j'ai fait une rencontre qui l'a bouleversé à jamais. Cette rencontre, elle s'appelle évidemment Métaphore ReFantazio. Je vous prépare un petit truc dessus, pas une grosse vidéo analyse car le temps manque, mais vous verrez, ça va être grave cool, ça devrait arriver d'ici 1 mois ou 2 je dirais. En attendant, laissez-moi m'excuser d'avance pour la représentation absolument exclusive des OST du dit jeu dans la vidéo, mais j'avais pas trop le choix. Je tiens aussi à vous prévenir, mais si cette review n'a pas trop tardé à arriver, le mois prochain ça risque d'être un peu compliqué. Mon mois de décembre s'annonce hyper chargé, alors il faudra s'attendre à potentiellement 1 ou 2 semaines de retard. Mais je tiens à la faire, soyez-en sûrs, et au moins personne ne sera surpris. Pas mal de nouvelles aussi pour Jojo, entre autres une citation d'Araki qui défonce l'IA générative et les escrocs qui s'en servent. On espère une histoire de Rohan basée là-dessus, pitié. Le volume 4 des Rohan Short Story. Attention, ce sont des nouvelles, à ne pas confondre avec les mangas de Spock Kishibe Rohan, dont on attend toujours le volume 3. Ainsi que pas mal d'autres réflexions sur The Jojo Lands et le développement de son intrigue, amenées par Araki dans son nouveau livre. Je ne vais pas spécialement en parler ici, car on n'apprend pas grand chose. Mais je vous mets le lien du trait en description, car c'est tout de même très intéressant et confirme les volontés d'Araki pour The Jojo Lands. C'est aussi et surtout le mois de sortie du nouveau Jojo Magazine. Un Jojo Magazine surprenant, puisque teasé avec des lèvres jaunes pulpeuses, puis l'accroche « La bizzarre aventure di Jojo ». Plus jamais. Bref, on s'attendait donc tous à un magnifique journaux, pour mon plus grand plaisir parce que ça fait longtemps, mais si on a bien eu du Golden Wind, oui, c'était en fait une représentation de la Squadra. Grosse surprise donc, mais ça fait sens, étant donné une section dédiée à l'équipe d'assassins au sein du magazine. Elle est en tout cas magnifique. Quel plaisir de voir tous ces beaux gosses non dessinés depuis si longtemps. Prosciutto, melone, risotto, purée, qu'est-ce qu'ils sont beaux! La compo est d'ailleurs la même que celle du tome 5, révélée ce mois-ci, à ceci près que nos gars sont heureux et lèvent les pouces. Je l'adore, l'équipe au complet, la compo ultra efficace, et les lignes verticales plus discrètes qu'à l'accoutumée, tout en donnant son identité à la partie, c'est validé. Bref, j'ai beaucoup blablaté, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voici donc la cover du chapitre, sans grande surprise Glory Days partie 2 donc, et manifestement la dernière, avec un Jojo bien stylé qui prend une pose bien stylée, sous un November Rain bien stylé, j'aime beaucoup. L'accroche dit en tout cas « Prépare-toi à courir sous une pluie de balles », teasant donc l'issue que va-t-en des temps, Jojo va poser un classique. Allez, ne tergiversons pas plus, et fonçons voir ce qui se passe dans ces chiottes. Sans grande surprise, on a eu le droit à un chapitre marquant la fin du combat contre Glory Days, avec le duel final entre Jojo et Bobby. Ce dernier était plus court que ce que j'imaginais, s'étant terminé de manière très abrupte, laissant donc une moitié de chapitre pour amener les développements de l'intrigue. C'est très rare pour The Jojo Lands, mais j'ai trouvé la majorité de ce qui se passe dans ce chapitre plutôt attendu. Aucun développement en tant que tel ne m'a fait me retourner de ma chaise, mais force est de constater que la façon dont ces développements surviennent recelait, elle, de très bonnes idées et de petites surprises qui, elles, étaient pour le coup inattendues. Avec bien sûr, comme d'hab, une mise en scène absolument virtuose. Revenons donc sur tout ça, de manière chronologique ça me paraît pas mal. Suite à l'attentat de la dernière fois, c'est la merde à l'hôpital, les survivants paniquent et fuient. C'est bête, mais c'est ce genre de détails qui rendent les scènes crédibles, tangibles, qui ajoutent de l'enjeu et des conséquences aux actions des persos, en l'occurrence de ce taré de Bobby Jean. Les flics qui arrivent sur la scène à la fin vont aussi dans le sens de ce sentiment. Bobby, justement, on le suit du point de vue du prédateur, qui vide son chargeur sans vergogne sur la porte d'un chiotte, cherche sa cible consciencieusement en regardant si un pied dépasse d'une quelconque toilette, des tons très clairs, calmes, une contre-plongée, un POV pour les cases de droite dépeignant Bobby, qui contraste absolument avec les cases de gauche, montrant un Jojo suffocant en plongée, avec des ombres marquées et des tons très noirs, une très belle opposition par la mise en scène et le découpage, induisant un certain sentiment de tension et de prédation. Jojo prend cher, des coups de Gyas, attends c'est pire, avec Bax Groove qui lui défonce l'intérieur du corps. Car ouais, pour rappel, il a été infecté dans le dernier chapitre, et c'est sur cette révélation que ça s'arrêtait. Bobby, faisant une fois de plus preuve de son extrême intelligence et capacité de déduction, se dira que la portée de November Rain est de 3 mètres, ce qui est vrai, et qu'il ne peut pas attaquer à l'horizontale. Ce qui n'est pas vrai, car on a vu que Jojo pouvait s'en servir comme d'une Gatling dans certaines circonstances. Un cas de size. Est-ce que ce n'était qu'une question d'inclinaison du corps, ou alors ça n'a pu se faire que grâce à la gravité de la corde? Je ne sais pas. Est-ce que Jojo aurait pu donc répliquer en tirant avec November Rain simplement en s'allongeant sur les chiottes pour tirer devant lui ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'important c'est que Bobby Jean n'a pas analysé la chose comme ça, et n'en retient qu'une seule chose,
Oui, il est bel et bien le chasseur. Jodio, dans sa situation, malgré un stand redoutable, il le reconnaît, est impuissant. On continue alors de suivre Bobby traquer sa proie, en défonçant une porte avec son pied, puis en tirant des salves de balles partout, se dirigeant doucement vers chacune des portes des toilettes, histoire de tout ratisser dans son intégralité. Et purée, mais cette mise en scène et surtout cette planche, cette vue du dessus dans laquelle on voit les balles avancer inéluctablement vers leur cible, cette dernière étant un Jodio totalement impuissant en haut à gauche, dont on sait qu'il ne pourra a priori pas échapper à un destin funeste, c'est brillant. J'aime définitivement trop Glory Days et son esthétique des balles avançant tout doucement et faisant tout autant de dégâts que des normales, c'est presque plus terrifiant encore. Jodio va donc se protéger, évidemment Bobby le repère direct, toujours avec une super case, et tout est dévié sauf visiblement quelques balles qui atteignent les chiottes et les brisent. J'avoue ne pas avoir compris pourquoi ces balles précises ont pu passer entre les mailles du filet. Est-ce un simple hasard? Et Jodio a donc une chance de fou pour arriver à dévier les balles qui peuvent lui être mortelles? Ou alors est-ce qu'il a moins de contrôle sur la zone du sol, car jugée moins importante pour sa vie? Je ne sais pas. En tout cas, Bobby défonce la porte avec un gros coup de panard avec une belle vue, découvrant ainsi un Jodio dans la merde, mais toujours intact. Bobby voyant notre beau gosse national mettre sa main dans sa poche, il va soudainement faire le lien avec ce que lui a dit Lulu, et se dire qu'il s'apprête sûrement à dégainer la lave. Ayant sûrement peur qu'il la détruise, et se rappelant des ordres de Howler, il va alors proposer un marché à Jodio. Il lui donne la lave, et... il lui laisse la vie sauve, j'imagine? Je sais pas, il a jamais dit directement ce qui arrangeait Jodio dans le deal. Bobby avance alors tout doucement, et là... bah merde, Jodio révèle qu'il n'a pas la roche, que c'était un coup de bluff, et une goutte d'eau tombe du plafond pour transpercer de part en part Bobby, et venir purement et simplement le tuer. Fin du combat. Wow, alors c'était ultra badass et surprenant, avec une mise en scène de ouf, les yeux révulsés, la contre-plongée, tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est en effet le point un peu flou du chapitre, je l'ai vu à vos retours sur Twitter, et à vrai dire je suis d'accord, c'est assez surprenant. Déjà, pourquoi le plafond était mouillé? En vérité, c'est pas hyper déconnant, il y a eu de l'eau partout, les chiottes ont explosé, November Rain n'a plu, les ballons étaient déviés de manière extrêmement rapide, il y a absolument rien d'étonnant à ce que 2-3 gouttes aient pu être projetées jusqu'au plafond, ou en tout cas que ça ait fait remonter de l'humidité. D'ailleurs, on l'a vu dans le chapitre 5, quand November Rain fait pleuvoir un grand coup, ça laisse des traces d'humidité dans le plafond, qui continue donc à couler un peu même après l'attaque du stand. Et ce, sans nécessairement que November Rain ait besoin de se trouver au-dessus du plafond qui coule, même si dans l'absolu, je suppose qu'il peut. Quoi qu'il en soit, voyez ça simplement comme une trace que le stand laisse après son passage, qui plus est plutôt logique. Maintenant, comment cette goutte a pu transpercer Bobby? Car ouais, il était clairement en dehors de la portée de November Rain, et donc en théorie, Jodio ne devrait pas avoir d'influence sur cette goutte. La seule explication que j'ai trouvée, et que j'ai pu voir aussi du côté d'un abonné sur Twitter, c'est que ces 3 mètres ne correspondent qu'à la portée de la création de pluie de November Rain. Mais peut-être qu'au-delà, peut-être à une certaine limite aussi, il pourrait influencer sur de l'eau qu'il n'a pas lui-même créée, et ainsi y appliquer l'effet de November Rain. C'est ce qui me paraît le plus probable, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais pour être très honnête, si on a bien affaire à ça, je trouve ça un peu malvenu de finir le combat sur une nouvelle capacité d'un stand qui ne nous avait jamais été présenté jusqu'alors, et qui n'a pas été expliqué dans le chapitre, en dehors d'un très vague, les gouttes d'eau éclaboussées. Je veux dire, ce qui fait qu'on est mindfuck sur un retournement de situation d'un combat de stand, c'est parce qu'on capte comment le stand a été utilisé pour retourner la situation à son avantage, car on en comprend les règles. Concrètement, si cette idée d'avoir un effet sur l'eau en dehors de la portée de November Rain avait été introduite précédemment, là cette fin marche du feu de Dieu. Là on aurait hurlé en se disant « Putain que c'est intelligent !» Là on se dit simplement « Quoi ?» C'est stylé, mais j'espère que ce sera expliqué. Et je trouve ça un peu dommage. Ceci dit, une autre capacité de November Rain venant d'être introduite qui l'est elle intelligemment, c'est bien la découverte de son pouvoir létal. On n'avait encore jamais vu d'exemple concret de ça, même si on se doutait que c'était possible. Mais oui, le stand ne peut pas qu'alourdir, même très violemment, mais aussi visiblement, complètement transpercer des corps humains jusqu'à la mort, sûrement grâce à la lourdeur maximale pour les gouttes. C'est intelligent car ça fait totalement sens que ce soit possible, et surtout, car ça sert un propos. Pour la première fois, Jodio a tué quelqu'un. Pour la première fois, il a utilisé son stand de manière létale, là où jusqu'à maintenant, il se contentait d'alourdir ses ennemis pour les mettre hors d'état de nuire. Et c'est d'autant plus intéressant quand on met ça en relation avec ce qui se passe avec Lulu. Cette dernière arrive, pleure comme un gros bébé sur le cadavre de Bobby Jean, tellement que ses stands reviennent vers elle, soignant ainsi toutes les personnes infectées. J'aime beaucoup ce petit détail, et je trouve la force du symbolisme très fort. Elle est si triste et si abattue, que même son esprit combatif personnifié ne veut plus combattre, et ne peut faire plus que fuir.
Avec Usagi qui se réveille et dit des conneries, la scène oscille entre le profondément triste et le grotesquement drôle. Quelque chose qu'Araki n'a pas arrêté de faire au sein de cet arc avec le personnage de Lulu, et je trouve cette résolution presque anticlimatique, carrément brillante. Pour en revenir à mon propos initial, Jodio va, alors qu'il en avait l'occasion, hésiter à écraser des Backsgroove qui passaient sous sa chaussure. Le « je ne sais pas » de cette planche est lu de prime abord comme un « je ne sais pas si je veux la tuer », pour en réalité continuer sur la planche d'après, révélant qu'il voulait dire « je ne sais pas quel genre de relation vous avez, mais machin », révélant en effet que Jodio ne veut pas tuer Lulu, mais lui demander de venir avec eux et de se tenir à carreau à présent. Quelle scène forte, quel développement de personnage pour Jodio. On retrouve là sa morale en demi-teinte dans toute sa splendeur. D'un côté, il ne veut pas tuer Lulu car il a pris pitié d'elle, que ça ne reste qu'une enfant, et de l'autre, il n'a pas hésité à descendre Bobby, sûrement car il a tué des innocents. C'est sa justice à lui. Une justice qui prouve en tout cas que Jodio n'est pas qu'un psychopathe dénué de sentiments, et que son évolution va aller dans ce sens. Changeons de plan pour retrouver notre bon vieux Paco alors que les flics investissent le bâtiment. Il est en vie, s'est fait soigner par les médecins, simplement vu comme une victime collatérale de la fusillade. Bro fait des vannes, a des muscles saillants, a guéri en 2 secondes et n'en a rien à foutre des conseils des médecins. Ça c'est mon goat, putain quel plaisir de te revoir. Il a gardé sa casquette mon Pakounet en plus, qu'il est con mon Pakounet. Alors qu'il se rhabille tandis que les médecins sont partis temporairement, Jodio Dragona le retrouve. Il lui annonce que Howler les a démasqués, et qu'ils partiront dès lors qu'Usagi aura fini de trafiquer toutes les caméras afin d'au moins échapper aux flics. Pour être honnête, j'ai pas tout compris de cette séquence. Décidément, dès que Zomate Kudasai est impliqué de près ou de loin, mon cerveau s'éteint. Ce truc c'est définitivement mon antagoniste principal. Comment ça Howler les a démasqués? Il connaît leur visage? Comment? Les caméras ont été truquées, non? C'est Lulu qui lui aurait envoyé une photo ou décrit nos protas physiquement? Je pense que c'est juste que Dragona parle de Howler en tant qu'organisation et non de AK Howler. Et oui, Lulu et Bobby les ont bien démasqués, en effet. Vas-y, c'est un bordel parfois d'avoir un antagoniste d'une société qui partage le même nom. J'ai tout de même trouvé ça un peu confus, et un peu de mal à savoir de qui les personnages parlent ici. Des flics, d'AK Howler, de la société Howler au global, et des potentiels ennemis qui pourraient en venir pour les pourchasser? Je sais pas trop, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire. Quoi qu'il en soit, l'important c'est que Howler, le vrai AK Howler cette fois-ci, il connaît l'existence de la lave. Le groupe en est conscient, et va devoir se préparer à de nombreux combats, plus effrénés que jamais. Mais d'un coup, Jodio se retourne et repère un sac étrange, dont Paco dira qu'il a été sûrement mélangé avec ses affaires, étant donné le chaos du nombre de victimes. J'ai capté direct que c'était la valise de Mac, et j'étais comme un fou. Encore plus en voyant que l'homme est en convalescence juste à côté, alors derrière Jodio qui se rend compte de ce qui se passe en même temps que nous. Merveilleux. Le groupe a les documents, et Jodio a directement compris ce que ça impliquait. Dragona le dira, en parlant de la lave, ce serait elle. La réplique qui goes hard, putain. Le mécanisme est en marche. La dame du bureau réapparaît toute fraîche, avec son politicien de daron complètement gagadelle. Je m'attendais pas à revoir ces personnages, mais que ça régale. L'homme dira, en réponse à son conseiller, que ouais, il a dû la donner, sa signature pour Howler. Rappelez-vous quelques mots auparavant, dans le chapitre 16. En colère contre Howler, qu'il pense être responsable de l'état déplorable de sa fille, il comptait saisir le terrain du Walalai pour avoir des preuves de leur fraude. Il avait apposé sa signature sur le contrat, puis à 2 doigts de poser son empreinte pour envoyer le mail, il s'était levé, sous le coup de l'émotion et en pleurs, pour aller voir sa fille. Le groupe en avait ainsi profité pour se saisir de la tablette, déplacer l'empreinte digitale de la tablette vers l'emplacement prévu à cet effet, et envoyer le mail. Évidemment, l'homme ne dira pas se rappeler clairement l'avoir envoyé, en raison des émotions, mais se dit que oui, il l'a sûrement fait et c'est ce qu'il voulait de toute façon. Ainsi, oui, le coup du groupe est passé crème. L'homme pense l'avoir envoyé, et est donc en quelque sorte consentant. Il a donné son accord, et même si sa fille est de nouveau sur pied, il compte bien continuer sa croisade contre Howler. Alors, Jodio va nous expliquer clairement ce qui se passe, et son plan. La lave leur apporte des choses de valeur. Putain, la planche goes si hard. Nous, on le sait depuis quelque temps, mais oui, Howler a emprunté 38 milliards à la banque, avec le versant nord du Walalai comme garantie. Le terrain est hypothéqué pour garantir la dette, et ainsi, la banque cherchait à récupérer leur argent avant que les biens de Howler ne se fassent réquisitionner par l'État. Car ouais, si c'est l'État qui prend possession du terrain de Howler, pour rappel afin d'enquêter sur les pratiques illégales de blanchiment d'argent qui s'y dérouleraient, la banque ne pourra plus avoir le terrain du Walalai pour combler la faillite de l'homme. La seule façon pour lui de rembourser sa dette est alors de leur rendre les 38 milliards, en s'arrangeant comme il peut. Notre groupe a en sa possession le document envoyé par l'État pour réquisitionner le Walalai,
ainsi que les documents de la banque expliquant sûrement les termes du prêt. D'une manière ou d'une autre, il y a donc sûrement moyen de faire quelque chose. Rappelons que l'objectif du groupe n'est pas que de récupérer ces 38 milliards, non, mais bien l'entièreté de la fortune et des terrains de Howler, entre autres pour que Charming Man puisse se rendre au Walhalla et y enquêter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sait pas encore comment tout ça va se rejoindre et fonctionner. Même Jodio ne le sait pas exactement. Il sait juste qu'ils ont plein de choses de valeur entre leurs mains, plein de documents importants qui, si bien utilisés, feront en sorte que ceux qui récupéreront la créance, cet argent qui circule partout finalement, ce seront eux. Ça goes hard, ça goes hard, ça goes hard. Et ça n'est qu'une première étape. En gros, Jojo suit la volonté de la lave. Si la lave a mis tous ces objets en leur possession, c'est qu'elle considère ça pertinent. La lave leur dit de le faire, de récupérer cette créance. Reste donc maintenant à comprendre comment. Ils comptent désormais retourner voir Meryl pour en discuter avec elle, tout en apportant ce bon vieux Mac avec eux, car merde, il est quand même important, et il n'a pas été placé sur leur route par hasard. Que c'est drôle comme fin, le pauvre Boog en convalescence dont on ne sait même pas s'il est vivant. On le prend de Paco m'a fumé la gueule. Quelle conclusion purée. L'amont de hype absolument incontrôlable que ça fout. Ce que ça implique, c'est que ça y est, tous les acteurs sont impliqués. Dès le prochain chapitre, lorsque Max sera cook par notre équipe, tous les acteurs majeurs de ce gros bordel, à l'exception de l'État pour l'instant, se connaîtront entre eux, et ça va péter. Howler sait que des gars en veulent à son terrain et à sa thune. La banque saura que des gars veulent la récupérer, cette thune, et bordel mais ça va exploser. J'aime tellement le fait que les camps antagonistes interagissent entre eux et combattent de manière plus ou moins détournée depuis le début de la partie. Ça va permettre des rebondissements incroyables partout, tout le temps. Une véritable course folle, une montée en intensité graduelle vers des enjeux gargantuesques, dignes des plus belles heures de Golden Wind. Sérieux, c'est ouf la quantité de dopamine que cette simple case me fout. Au-delà de ça, la scène était vraiment exceptionnelle. Une mise en scène génialissime, avec cette fin tout en vanne et en redescente de tension tandis que Jojo est à fond dans son truc, et qu'on sait que ça va mener à un vrai truc justement, le genre de To Be Continued qui tape très fort. J'ai aussi adoré la petite réplique de Jojo sur la morale de la banque, qui ont prêté de l'argent à Howler en sachant pertinemment que c'était une crapule. Le non-manichéisme, la moralité grise entre les différents camps, tout ça. En tout cas, je n'ai aucune idée d'où est-ce que tout ça va aller. Je n'ai pas assez de connaissances en économie et en investissement terrien pour essayer de prévoir ce qui va se passer, mais dans tous les cas, on connaît Araki, ça ne va évidemment pas se régler avec des papiers signés. C'est la lave qui choisit, qui donne en tout cas les clés, et j'ai ultra hâte de voir ce que nos personnages décideront d'en faire. J'aime bien cet aspect d'ailleurs. Ça prouve que la lave ne fait pas qu'écrire le scénario avec un impact moindre des personnages, non. Elle donne des clés qui doivent être utilisées comme il faut. Notre groupe a un impact dans ce mécanisme. Et évidemment, tout ne se passera pas de manière aussi simple, et je connais un gars qui va sûrement l'avoir mauvaise. Bordel, j'ai hâte. Et puis, Jojo a laissé Lulu en vie. C'est cool, oui, il a fait preuve d'humanité, mais... Et si c'était une grave erreur, en réalité ? Voilà pour ce chapitre. C'était absolument génial. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai dit au début que ce chapitre était plutôt attendu. Le combat est réglé, ils en ressortent avec tout ce qu'il faut pour que leur plan fonctionne, entre autres les papiers de Mac leur sont revenus comme prévu, l'envoi du contrat s'est passé comme prévu, le politicien en prenant la responsabilité. Mais dans ce déroulé, c'était blindé d'idées géniales et de petites surprises qui ont leur importance. La fin abrupte du combat contre Bobby Jean, géniale bien qu'un peu frustrante, oui. La fin de Lulu, l'hospitalisation de Mac juste à côté de Paco, que c'est stimulant, purée. La vraie réflexion qui me vient en tête, c'est qu'avec ce chapitre, une bonne fois pour toutes, Araki nous fait une promesse d'une envergure immense. La promesse que tous ces éléments, tous ces acteurs, viendront s'imbriquer et se confronter pour donner forme à ce qu'il nous tisse depuis bientôt 2 ans, ce fameux mécanisme. Un pari risqué, mais qu'il arrive à tenir de manière honorable pour le moment. S'il arrive à maintenir le cap sans retomber dans ses travers de Jojo Lion, je vous le dis sincèrement, il a entre les mains le terreau fertile qui pourrait donner l'une des parties les plus mémorables de Jojo's Bizarre Adventure, tout simplement. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi hype. Et au-delà de ça, les persos étaient tellement cool. Toute l'équipe était aussi drôle que géniale, mais surtout, Jojo a absolument rayonné, aussi bien en termes de développement que juste de pure badassitude. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que j'aime ce crew purée. Et enfin, ça fait plaisir de voir enfin se terminer le combat contre Bobby Jean et Lulu, qui nous suit tout de même depuis avril. Un combat sincèrement génial, qui aura brillé sur tellement d'aspects. Son duo d'antagonistes ultra marquant, ses ascenseurs émotionnels si bien gérés, son expansion de l'univers avec le reveal de Howler, sa mise en place d'enjeux démentiels, son ton grotesque et bariolé, oscillant entre le triste et le drôle avec un sarcasme certain. Quel bonheur.
Il y a bien que sur les stands ou à froid, j'aimais quelques réserves. C'était très cool, avec pas mal de très bonnes idées visuelles et d'utilisation, mais qui manquait parfois un peu de clarté pour qu'on puisse recevoir tout ça comme il faut. Quoi qu'il en soit, je suis content d'aller de l'avant. Le mois prochain, on devrait avoir un gros morceau, un gros chapitre qui fera avancer le scénario bien comme il faut, en tant que transition entre deux arcs. On se retrouve donc en décembre, avec un peu de retard, rappelez-vous, et ce sera pour le mieux, car comme d'habitude, The Jojo Lands, c'est délicieux. Et chaque ingrédient venant se rajouter sur ce délicieux gâteau au fil des chapitres ne fait que lui donner encore plus de saveur. Sur ce, j'en ai fini avec cette review. Et bien voilà, cette review est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, gros kiff à faire. Étonnamment, je suis vraiment en speed dans ma vie en ce moment. Mais j'ai trouvé le temps, voilà, j'ai trouvé 2-3 jours pour me poser et prendre le temps de faire cette review-là dans les meilleures conditions possibles, donc je suis vraiment trop content. Et je pense que ça sent dans le rendu que celle-là, je l'ai vraiment faite avec soin et avec amour. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Mine de rien, quand Jojo est en pause pendant un mois, ça se ressent et ça manque un peu. Je pense que pour vous aussi de votre côté. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de la review ainsi que du chapitre en commentaire, c'est important. On est là pour parler et tout, bien sûr, comme d'habitude. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager sur les réseaux, comme d'habitude. Et puis moi, écoutez, je prépare un petit truc sur Métaphore, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Dans tous les cas, on se retrouve pour la review en décembre, qui aura du retard, je vous l'ai dit, mais elle sera là tôt ou tard. D'ici là, je vous souhaite de vous éclater à fond sur Métaphore, sur Dragon Quest, sur Silent Hill 2, sur ce que tu veux. En fait, il y a tellement de jeux de fous qui sortent en ce moment que vous avez de quoi faire pour vous éclater. Et puis voilà, n'oubliez pas que The Jojo Land, c'est quand même vachement bien. Et Métaphore aussi, voilà, parce qu'il faut le dire.